Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 6 mars 2022. Mardi prochain, les femmes seront à l'honneur à travers le monde. C'est le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. C'est un moment de réjouissance, mais aussi de réflexion et bilan sur la situation des femmes. Occasion de mobilisation en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique. Au Bénin, y a-t-il eu des avancées en matière de la promotion et de la protection des droits des femmes? C'est la grosse interrogation du grand format de ce dimanche. Nous en parlerons avec Alimatou Badarou. Elle est la coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines. Le Bénin est le troisième producteur d'ananas en Afrique de l'Ouest. Mais comment se porte cette filière? Quelles sont les difficultés auxquelles elle est confrontée? Ce sont des questions que l'on se pose. En tout cas, ces acteurs se sont constitués en syndicat pour défendre leurs intérêts et leurs activités. Le syndicat national des producteurs et exploitants d'ananas du Bénin est né il y a quelques jours. Daniel Kendonou a été porté à la tête de ce syndicat. Il viendra nous dire comment compte-t-il, ensemble avec ses militants, travailler pour faire rayonner la filière ananas au Bénin. Il y aura un peu de gospel ce dimanche par ici. Notre artiste de la semaine est un chanteur de l'Éternel qui invite à l'amour du prochain à travers ses chansons. À son actif, un album et un single. Le 1er mai prochain, Gabi Djezouillon compte lancer son deuxième album sur ce plateau. Il nous donnera toutes les précisions sur son chef-d'œuvre. Ça va être autour de 14h15. Mesdames et messieurs, prenez place devant vos écrans et ne ratez surtout aucun rendez-vous de ce grand format. À la une de l'actualité au Bénin, le maire de Cotonou, en visiteur des trésors royaux exposés au palais de la Marina, Luc Setonji Atropo y a conduit une délégation pour admirer ses œuvres d'art. Les membres de la délégation sont repartis, tous sidérés. On en parle dans un instant. On parlera également de la rentrée journalistique qu'a effectuée le quotidien La Nation. C'était vendredi dernier à la faveur d'une cérémonie solennelle. Thème de la rentrée, le Bénin à l'ère du numérique. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts de la finale du tournoi de football qui a opposé l'équipe de Bouka à celle de Koko. C'était au stade municipal de Banté, un rendez-vous sportif pour inviter les uns et les autres à la réconciliation et surtout à rester des acteurs de la paix au Bénin. Et c'est parti donc pour l'aventure grand format qu'on démarre avec les informations traitées par la rédaction de Canal 3 Bénin, direction Palais de la Marina, où sont exposés depuis quelques jours les trésors royaux restitués au Bénin par la France. La mairie de Cotonou n'est pas restée en marge du sentiment de patriotisme que suscitent ces œuvres d'art. Des responsables de la municipalité, le maire Luc Setonji Atropo en tête, y ont fait un tour. Reportage William Cliquant. Nous sommes présentés la divinité légale. Luc Atropo et sa suite ont visité un à un l'ensemble des trésors royaux restitués par la France au Bénin. Les autres productions d'art contemporain béninois, exposées aux côtés des biens historiques, ont forcé aussi l'admiration de la délégation. Je suis sidéré par ce que je vois ici. D'abord, le cadre est totalement un autre cadre que je méconnais. Le rôle, c'est tout comme si on est quelque part en Europe. C'est du beau et franchement ça me donne la chair de poule et c'est de très bonnes impressions. En tant que fille de Ouida, mes impressions sont bonnes. Bonnes parce que je n'ai pas vu ici que de la restitution. J'ai vu la révélation. La révélation des hommes qui sont nés de leurs ancêtres. On ne peut qu'être heureux. Franchement, depuis que nous avons sillonné, nous avons commencé par sillonner, étape par étape, c'est comme si je me retrouve maintenant, je suis ressourcé à nouveau. Je me suis connecté à mes ancêtres. Ça m'a rappelé ce que les miens faisaient, ce qui est parti, ce qui est revenu. Même si ce n'est pas encore sacralisé, c'est déjà quand même une satisfaction morale de les voir revenir.
Nous avons été plongés dans le passé, des centaines d'années en arrière, par les trésors royaux qui sont revenus. Largement, nous en avons parlé. Ensuite, nous avons plongé dans le présent, dans le contemporain. Il y a une synergie entre le passé et le présent qui capte votre attention au point où vous ne voyez même pas le temps passer. Les élus, cadres et même le premier des Cotonois exhortent les administrés à faire ce tour qui vaut Le message, c'est que tous les Béninois puissent passer par ici. En attendant que tous les Béninois aient l'occasion de passer par là, on va rester avec vous, William Cliquant, vous qui avez suivi pour nous cette cérémonie d'hommage aux agents de la mairie de Cotonou qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite après 30 années au service de l'État dans les girons de l'administration municipale. Leur départ a été honoré en signe de reconnaissance à leurs efforts. Parmi ces retraités, Kora Sabi Abdoulaye. Monsieur Kora Sabi Abdoulaye. C'est le dernier jour, du moins un des derniers qui voit ses cadres se lever très tôt pour remplir leurs obligations vis-à-vis de la mairie de Cotonou. Les longues heures de travail et de stress au profit des administrés de la ville prennent fin. Les artisans dévoués à cette tâche non moins facile méritent repos après plus de 3 décennies de sacrifices pour la cause commune. Je voudrais dire Selon que le départ à la retraite est une grâce divine. Il est d'une importance capitale pour tout agent. Au terme de durs et laborieux services rendus, même si le parcours est parfois difficile, que donc cette retraite vous préserve des ennuis de toute nature et vous récompense de tous les sacrifices que vous avez consentis au service de la nation en général et de la commune de Cotonou en particulier. les doyens, comme les plus jeunes n'ont sans cesse manqué de les appeler à cette occasion, sont bien heureux de sortir par la grande porte. Et ce n'est pas fini. Là aussi, les désormais anciens agents attendent toujours la municipalité de Cotonou sur l'acquittement du reste des redevances liées à leur carrière. D'après vos collaborateurs et les services compétents de la ville de Cotonou, 13 agents admis à faire valoir les droits à une pension de retraite auraient déjà bénéficié de cette prime. Il serait bien et juste que vous poursuiviez dans cette lancée pour liquider le paiement à la deuxième vague de cette promotion, de la prime de santé. Tous nos ressentiments sont là. À la fin de la carrière, nous avons fini de bouffer tout ce que nous avons pris. Et il ne reste rien aux retraités. Mais la santé est là. Elle guette tous nos pas tous les jours. Vous en savez beaucoup. Merci. Donc la santé n'a pas de prix, monsieur le maire. Nous savons que vous êtes préoccupé doublement par cette question. Cherchez, monsieur le maire, la meilleure formule pour la régler. Ces moments ont de quoi être festifs. Les proches présents à cette cérémonie de distinction partagent aussi l'émotion et le sentiment qui règne sous ces tentes. L'honneur dont couronne le succès et la fierté d'avoir gagné le pari d'un labeur. Éducation à présent dans ce journal, le collège Assodé de la commune de Waké bénéficie d'un module de 4 salles de classe plus 2 blocs de latrines à 8 cabines. C'est un don de l'ONG Action de Solidarité qui vise à offrir de meilleures conditions de travail aux apprenants ainsi que leurs enseignants en partenariat avec le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Cette ONG vient témoigner ainsi son engagement à accompagner le gouvernement qui œuvre pour améliorer les conditions de travail des élèves et enseignants. Voici le point de la cérémonie d'ouverture de ce module de classe. C'est ce module de 4 salles de classe qui va désormais servir de cadre d'études aux élèves du CEG Assodé dans la commune de Waké. Un joyau flambant neuf dont l'inauguration a mobilisé élèves, parents d'élèves et autorités politico-administratives. En plus de cette infrastructure qui vient à point nommé améliorer la qualité d'accueil des apprenants, l'ONG Action de Solidarité, en partenariat avec le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement,
a aussi érigé 2 blocs de latrines dans cet établissement. Notre coopération a donné naissance à ce joli module de 4 salles de classe et de 2 blocs de 8 latrines chacun, d'un coût global de 39 587 960 francs CFA. Mes chers enfants, je m'adresse à vous pour vous demander de nous offrir les meilleurs résultats scolaires cette année et les années à venir. Ce chef-d'œuvre architectural vient montrer l'importance que cette ONG accorde donc à l'amélioration du cadre de travail des élèves et enseignants. Votre noble contribution à l'éducation de notre communauté témoigne de votre attachement à la fameuse citation de Victor Hugo qui atteste que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Nous vous promettons d'aller le plus loin possible dans nos études. Une fois encore, 1000 merci à vous. À travers cette œuvre sociale, l'ONG Action de Solidarité accompagne ainsi le gouvernement Talon dans ses efforts de réalisation d'infrastructures socio-éducatives. En faisant ce geste, vous matérialisez une fois de plus votre élan de soutien à toutes les actions orientées vers l'amélioration du rendement scolaire tel que prôné par le chef de l'État dans son PAG 2021-2026. Avant ces réalisations, cette ONG avait mené certaines actions dans cette localité, visant principalement à maintenir les enfants à l'école. Il s'agit entre autres du recrutement de 4 enseignants communautaires, 10 répétiteurs, une animatrice pour encadrer les apprenants. Je l'ai annoncé à l'entame de ce point de l'actualité dans le grand format. Le quotidien La Nation a effectué sa rentrée journalistique ce vendredi. L'événement est placé sous le thème « Le Bénin à l'ère du numérique ». La cérémonie solennelle s'est déroulée dans l'enceinte de l'ANIP à Cotonou. Au nom des personnalités invitées à cette cérémonie, la ministre du numérique et de la digitalisation. L'événement est une première, nous dira ici Nassis Alossé. C'est un événement inédit ici, à l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP. La rentrée journalistique au quotidien La Nation. Effectivement, c'est une première. Nous avons fait un certain nombre de réformes au sein de notre office, notamment au niveau du quotidien national d'information qu'est La Nation, à travers, entre autres, des formations que nous avions données aux journalistes dans plusieurs domaines pour les rendre plus efficaces. Et entre autres, nous avons également créé une rédaction numérique avec des journalistes entièrement dédiés à la tâche. En somme, une rupture avec le passé sonnée autour d'une batterie de réformes, d'où cette rentrée journalistique. Une rentrée thématique autour de cette année 2022, placée sous le groupe de mots « Le Bénin à l'ère du numérique ». Et donc, au cours de 2022, nous allons décrypter, passer au peigne fin, le paysage, l'écosystème numérique au Bénin, de telle sorte qu'au bout au thème de l'année, au 31 décembre, que l'écosystème numérique ne recèle plus aucun secret pour nos compatriotes. Il s'agira, en croire les responsables du quotidien du service public, de travailler pour amoindrir le mythe du numérique auprès des lecteurs, et ceci à travers des innovations dans les productions. Les innovations, c'est par rapport au contenu, et améliorer le contenu, l'achalander davantage. Et vous savez, c'est vrai, de notoriété, le journal La Nation est le quotidien de référence, mais il ne faut pas dormir sous ses lauriers. Il faut se réinventer et pour apporter du contenu nouveau. Notre ambition, non seulement de consolider notre position, mais de nous imposer d'abord dans la sous-région et aspirer à partir du Bénin, produire de l'information pour toute l'Afrique et pourquoi pas le monde entier. Des ambitions pour la grandeur d'un journal vieux aujourd'hui d'un demi-siècle. Mais déjà, l'autorité de tutelle semble tomber sous le charme de ce canard et de sa nouvelle dynamique. Notre paysage médiatique national change et la nation a décidé de se repositionner dans ce paysage à travers une autocritique salutaire. Il y a un célèbre poète qui a dit que
Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Et je crois effectivement, monsieur le directeur, que vous faites en sorte que la nation ne déserte pas son idéal. Tout comme elle, le lecteur aussi voue une admiration au quotidien La Nation. Le journal La Nation, c'est un journal très bien écrit, très bien présenté. Un journal qui, quand tu le prends dans ta main, tu sais que tu as vraiment un journal. Lorsque tu as traversé d'autres pays, que tu as vu d'autres journaux, tu te dis qu'au Bénin aussi, le journal La Nation fait beaucoup d'efforts. Des efforts à montrer aux populations au cours de cette rentrée journalistique thématique 2022. Ce cinquantenaire s'évertue d'ailleurs à gagner ses lettres d'entreprise de presse moderne au sein du paysage médiatique béninois. Il est animé aujourd'hui par un personnel fort d'une trentaine de journalistes rompus à la tâche. Santé à présent avec cette séance de sensibilisation organisée à Cotonou ce vendredi au profit des web activistes du Bénin. C'est autour du thème « Même vaccinés, continuons à respecter les gestes barrières ». Il s'agit pour eux de mobiliser la population à adhérer à la vaccination contre la COVID-19 initiée par le gouvernement afin d'améliorer la couverture vaccinale au Bénin. Les précisions sont avec Ingrid Eder. Encore 33% de la couverture vaccinale pour atteindre le taux de vaccination visé au Bénin afin de limiter la propagation de la pandémie de COVID-19. Et pour y arriver, plusieurs associations sont impliquées dans la campagne intensive de vaccination en cours depuis le 16 novembre 2021. Cette fois-ci, ce sont les web activistes qui sont ciblés. Ceci grâce au projet de préparation et de réponse à la COVID-19 au Bénin. Il était temps qu'on vienne vers nous, nous qui portons l'information et la bonne information aux populations pour ce type d'activité parce que le coronavirus ne cesse de sévir, le coronavirus n'a pas cessé de sévir et donc il est important que nous puissions chacun en ce qui le concerne lutter pour ça. Je crois que vous êtes tombés sur les bonnes personnes et nous allons avec toute la force, avec toute l'énergie qu'il faut, vous accompagner dans cette mission qui est très noble parce qu'il s'agit de la vie de chacun de nous. Conviés par les initiateurs du projet de préparation et de réponse à la COVID-19, les web activistes venus de tous les départements du Bénin ont pour mission d'amener les abandons à prendre leur deuxième dose, de sensibiliser et de susciter les populations à adhérer à la vaccination en vue d'améliorer la couverture vaccinale. C'est une campagne qui se déroule dans le contexte actuel d'infodémie, de rumeurs et de fausses informations nécessitant l'implication de tous, principalement des personnes influentes que vous êtes en tant que web activiste. La couverture vaccinale demeure encore faible et loin de l'objectif national visé à assurer une immunité collective qui est de 60%. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à un engagement personnel aux côtés de tous les acteurs qui interviennent dans cette phase intensive de campagne de vaccination. Avant de renvoyer ces web activistes à leur mission, des agents de santé ont été sollicités pour les outiller sur les stratégies de déploiement de la vaccination et bien d'autres thématiques. Une séance de vaccination est aussi initiée au profit des participants non vaccinés. Dans le reste de l'actualité, pour le compte de cette édition, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Caisse des dépôts et consignations du Bénin créent le fonds d'appui catalytique et de solidarité. C'est un outil qui va bientôt faciliter l'éclosion des entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. Et déjà, à son lancement, 2 entreprises privées se sont manifestées. Comment? De quelle façon? On voit ça avec Teddy Goudalou. 50 et 25 millions respectivement offerts par Coris Bank et JNPSA pour rendre opérationnel le fonds d'appui catalytique et de solidarité. Un dispositif mis en place par la CCIB et la CDCB en vue du financement des projets innovants et structurants des entreprises du Bénin et surtout du développement des PME, PMI et des start-up. Le FACS
a fondamentalement deux objectifs. Innover en matière de financement et d'accompagnement, la mobilisation des ressources des entreprises, les projets d'expansion et de croissance. Le pacte est un instrument servi de tout le monde et que le principe qui gouverne le pacte, c'est le principe de la transparence. Quand on dit un fonds d'appui catalytique, on parle de solidarité, beaucoup pourraient penser à des dons. Certainement, il y aura des gens qui seront accompagnés, mais l'objectif, c'est de fabriquer des entrepreneurs responsables que nous allons accompagner de bout en bout jusqu'à ce qu'ils deviennent des champions. Donc le processus est décliné en 3 étapes. L'ambition du Fonds d'appui catalytique et de solidarité est de faciliter l'éclosion d'au moins 100 entreprises dans plusieurs secteurs d'activité au niveau national et sous-régional. Ceci durant les 4 prochaines années. Cette rencontre traduit donc le lancement de la phase de mobilisation de ressources complémentaires avec pour objectif d'obtenir des dons ou des souscriptions pour accroître la capacité de financement. Et vous savez que les prêts bancaires ne répondent pas toujours aux besoins des entreprises. Et donc, il est tout à fait normal qu'une banque comme Coris, qui est très impliquée dans le développement de sa communauté, profite de cette opportunité pour exprimer davantage sa citoyenneté et montrer qu'elle est une institution financière responsable et sociale. Notre devoir est de porter les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore la solidité de bénéficier de tous les services bancaires. À travers un dispositif comme celui-là, on leur permet de pouvoir exister. J'invite les autres entreprises du secteur privé à nous emboîter le pas et à faire de même, sachant que, comme qui dirait, sans solidarité, il n'y a pas de performance ni durable ni honorable. 90 jours sont retenus par les équipes de la CCIB, appuyées par la CDCB, pour faire le tour des partenaires identifiés afin de leur présenter la structuration, le mode d'intervention et les facteurs de succès du Fonds d'appui catalytique et de solidarité. Une note de sport pour boucler la première partie de ce grand format. Le tournoi de football Alafia a connu son épilogue. La finale a opposé l'équipe de Gouka à celle de Koko au stade municipal de Banter. Après 90 minutes de jeu, le match s'est soldé par un score d'1-0 en faveur de l'équipe de Gouka. La compétition est organisée pour inviter les fils et fils de Banter à la réconciliation et surtout à rester tous des acteurs de la paix. Imet Hélène Amos. Le tournoi est initié dans le but d'inviter les uns et les autres à la réconciliation et à demeurer des acteurs de paix. L'idée émane du trio Pierre Cachon, John Afognon et Césaire Takpé. Les ingénieux sont soutenus par Claude Anigniquin. La compétition de football a connu la participation de plusieurs équipes représentant les 9 arrondissements de la commune de Banter. C'est vrai, nous avons besoin de ce moment. Comme vous le savez, Banter a connu des moments très difficiles, des moments douloureux pendant les élections passées. Mais comme vous le savez, il nous revient, à nous qui sommes fils de cette localité, de faire quelque chose afin de ramener la paix. C'est ça qui a animé ces 3 jeunes. C'est un geste très fort de leur part. C'est le moment ici présent de remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait. À l'issue des phases éliminatoires, quart et demi-finale, 2 équipes ont été retenues pour la dernière rencontre. Le match final a été joué sur le stade municipal. Cette finale a opposé les joueurs de Gouka à ceux de Koko. Devant une population massivement sortie, les organisateurs, amis ainsi que les invités, les finalistes ont rivalisé d'ardeur et de talent. Au bout des 90 minutes de jeu, les diverses démonstrations, savoir-faire et les techniques développées ont conduit au sacre de l'équipe de Gouka. Le spectacle de football entre les joueurs de Koko en maillot gris rayé de vert et les équipiers de Gouka en maillot multicolore s'est soldé par un score de 1-0. Nous voici aujourd'hui à la fin et l'aboutissement est heureux parce que nous-mêmes nous n'avons pas cru à la chose vu la tension qui rayait. Mais aujourd'hui, vous voyez tout ce monde autour de nous, c'est dire que la paix est définitivement revenue à Banter. Vous voyez toute la population de Banter en liesse, dans la joie, ici, avec nous. Et nous prions Dieu l'Éternel Tout-Puissant d'accompagner tout et chacun de nous. Parler à nos frères
de ne plus accepter de collaborer avec ceux-là. Les terroristes ne connaissent pas des opposants ni mouvanciers. Et vous-même, les jeunes qui sont ici, il ne faut pas accepter que les gens vous recrutent pour commettre du désordre. Je voudrais féliciter simplement les initiateurs de ce tournoi et féliciter le parrain, féliciter toute la population de Banté qui a œuvré pour que nous soyons là aujourd'hui. Satisfait de l'organisation mise en place, le parrain a salué l'engagement de même que la détermination du comité qui a conduit le tournoi du début à la fin. Des lots ont été distribués tant à l'équipe gagnante, la deuxième finaliste, que toutes les autres équipes participantes. Les récompenses sont composées de maillots, trophées, de ballons et aussi de médailles. Merci à vous, Imet, Hélène Amonso, pour ce reportage sport. Dernier sujet, donc du point de l'actualité. On change de cap maintenant avec la page invitée qui va s'ouvrir dans un petit moment. L'invitée de la semaine a pour nom Alimatou Badaro. Elle est la coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines. Avec elle, on va parler de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. C'est pour le mardi 8 mars prochain. Au Bénin, quelles sont les avancées qui ont été enregistrées dans ce sens? Elle nous le dira juste après le ZAP 3. Réalisation Nagui Balagbe. Dans cette salle besogne consistant à obtenir par achat de conscience ce qu'il n'a pas pu obtenir dans les urnes. À la limite, c'est non seulement une honte, mais aussi une escroquerie politique. Excusez-moi, le nom, ça m'échappe. Le second sujet qui nous taraude l'esprit a trait à la nomination du chef de file de l'opposition. Comment comprendre que ceux qui ont voté, notamment la loi portant des chartes de partis, détruisent le charme du système partisan, boycottent la charte des partis? Car pour nous, ce qui était bon pour la charte des partis, c'est parce que nous avons compris que cela allait mettre fin au débauchage, cela allait mettre fin au retournement de veste, cela allait consolider le militantisme et le respect de la décision des électeurs. Mais que constatons-nous sur le terrain? Comment ça va? On s'appelle Ablouhab. Est-ce que les gens aiment votre... Oui, ils aiment ça. Parce que les prépéries, c'est un bon prépérie, quoi. Ils ont pris ça pour aller au travail, des services. C'est ça qu'ils aiment. C'est seulement le pantalon que vous vendez? Oui, c'est seulement le pantalon que je vendais. Okay. Ça varie de combien à combien? Ok, ça dépend du prix. Je vends 2000, 1000 francs, 1500. Ça dépend de ta tranche. 2000 unités, c'est ça? Oui. C'est bon. 2000, 1500, 1000 francs. Ça dépend de ta sens. Ok, c'est bon. Vous ne pouvez pas parler de démocratie et fuir le banc de l'opposition. Nous avons été battus, notre place c'est l'opposition. Nous devons animer la démocratie en restant opposants. Parce que nous croyons à l'alternance. Nous sommes en bas, mais nous repartirons en haut. Ça, il n'y a pas de doute, que ça soit compris de tout le monde.
Viens monter. Monte. On a été ici là, il a embêté les gens. Asseyez-vous sur le banc, asseyez-vous sur le banc, Vous passez par l'unité, vous les déposez. Il faut dire à ceux qui sont là-bas, là. Non, ceux qui sont en pause là, si je reviens, je ne trouve pas une personne parmi eux là, des problèmes. Faut dire ça. Comment avoir pour argument, pour débaucher, pour faire du tort à la démocratie, descendre sur le terrain et dire à nos conseillers, si vous n'allez pas à la mouvance, on ne va pas vous construire un stade. Si vous n'allez pas à la mouvance, vous n'aurez pas l'asphaltage. Ça, c'est une honte. Ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que les autorités en sont arrivées jusque-là? Sont-elles si méchantes? Je voudrais féliciter le bâtonnier Robert Dessous, qui est, il est courageux, vraiment, mais il ne nous motive pas. Il ne nous motive pas à le faire pour beaucoup de considérations que je n'aimerais pas évoquer, et surtout qu'on dit que ce n'est pas efficace et que les études existent. Let's go. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'envoie la promesse que ce sera pour toujours. Je t'entends dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie. Je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse que ce sera pour toujours. Chanteur, dans la richesse, la pauvreté, la LBM, notre passion vous transporte. Le 8 mars 2022 sera une fois encore une journée spéciale pour les femmes du Bénin et du monde, une journée qui leur est dédiée afin de réfléchir sur leurs conditions et également faire le point des politiques mises en place par les gouvernants pour assurer leur protection, leur promotion et leur autonomisation. Au Bénin, qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Les femmes sont-elles suffisamment protégées et épanouies? Le grand format en parle avec la coordonnatrice nationale des organisations des femmes républicaine, Madame Alimatou Badar, bonjour. Bonjour, Monsieur Dessous. Vous êtes également femme leader. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci pour l'invitation. Alors, pour vous, que représente le 8 mars, la journée dédiée à la femme? Merci bien. Le 8 mars, pour moi, c'est une journée d'abord bien méritée pour les femmes. C'est une journée qui porte le symbole de la lutte des femmes à travers le temps. Et donc, 8 mars encore, cette fois-ci, ça va être une journée de réflexion et de méditation et surtout de mobilisation. Parce que vous savez, dans la société, il n'y a pas que les femmes. Il y a les personnes handicapées, il y a les personnes âgées. On ne peut pas consacrer tous les jours pour parler de la femme, il faut bien avoir un jour. Et donc, c'est pour ça que la journée du 8 mars est à point nommé, pour que les femmes puissent se retrouver
et faire des réflexions sur tout ce qu'il y a comme inégalité. Parce que vous savez qu'on a quand même plus d'un siècle de retard par rapport aux droits des femmes et l'égalité entre l'homme et la femme. Et donc, cette journée permet de réfléchir pour voir ce qu'on a acquis jusque-là. On fait le bilan et on se projette sur l'avenir. Et c'est aussi l'occasion pour remercier Dieu pour tout ce qui a été fait. Parce qu'il faut reconnaître que, suivant l'histoire, effectivement, il y a eu quand même beaucoup d'acquis. Et donc, il faut rendre grâce à Dieu pour ces acquis et continuer d'espérer qu'on aura encore des lois en faveur de la femme. Donc, le thème de la célébration de cette édition est intitulé « L'égalité aujourd'hui pour l'avenir durable ». Quelle est votre compréhension de ce thème? Alors, vous savez, c'est un thème qui pour moi vient à point nommé. Parce que, comme je vous l'avais dit, il y a un écart d'un siècle. On est en train de faire des efforts pour rattraper. Il y a pas mal de lois qui sont votées. Et donc, cet écart n'est pas encore comblé. Et donc, nous sommes en train de vivre des fléaux dans le monde entier. On vient de vivre la pandémie du Covid-19. Les problèmes du changement climatique sont là. Les études nous alertent pour dire qu'il faut avoir des gestes écolos. Et donc, on se rend compte que dans le dispositif de la chaîne des valeurs économiques, les femmes sont au centre des activités. Dans les statistiques sur le plan mondial, on sait que 66% de femmes travaillent. Vous voyez? Et ces 66% de femmes qui travaillent, elles contribuent aussi à 50% à produire les produits alimentaires, les nourritures. Et donc, malheureusement, ce n'est que 10% des revenus que ces femmes-là ont de tout cet univers auquel elles ont contribué à produire. Alors donc, l'inégalité est là. Et donc, si les changements climatiques arrivent avec leurs effets néfastes, avec les catastrophes qu'on envisage devant, c'est les femmes qui sont les plus exposées. Et donc, il était de bon ton qu'on commence par réfléchir, qu'on anticipe. Et nous savons qu'il y a déjà des groupes de femmes qui sont des écoféministes, qui s'organisent, qui font pas mal déjà de choses. Et donc, je crois que les organisations, l'ONU, sont en train d'alerter le monde entier pour qu'on prenne des dispositions, tout en sachant que les premières personnes qui subissent le choc, ce sont les femmes. Et donc, c'est pour ça que ce thème vient à point nommé. Nous devons nous asseoir, réfléchir et commencer par penser à des comportements écolos, des comportements pour changer l'environnement afin d'améliorer le bien-être des femmes et de la population en général, parce que si les femmes sont affectées, c'est tous les programmes de progrès dans le monde entier qui sont affectés. Oui. Est-ce que, à votre avis, il y a eu des avancées au Bénin en matière de promotion, protection, épanouissement de la femme béninoise? Bien sûr, il y a eu pas mal d'avancées au Bénin et des avancées significatives. Vous savez qu'il y a eu pas mal de lois qui ont été votées et ces derniers temps-ci pour renforcer des lois existantes et ce pour aller dans le sens de la discrimination positive et permettre aux femmes quand même de retrouver un peu leur honneur. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon pour tout ce qui se fait en faveur de la promotion de la femme. Ces lois sont votées aujourd'hui pour décourager les candidats à la violence faite aux femmes. Ces lois sont votées pour lutter contre le mariage précoce, les mariages forcés, les mutilations génitales faites aux femmes, les harcèlements sexuels, tout un lot quand même de brimades qu'on fait à l'endroit de la femme. Et donc, en plus de ces lois, on a constaté que l'Institut national de la femme a été reformé, est bien opérationnel. Elle peut s'auto-saisir en cas de violence faite aux femmes. Et en plus de ça, elle va disposer d'un fonds pour la prise en charge des femmes violentées et leur réinsertion sociale. Donc c'est une première au Bénin et c'est pour ça que je salue vraiment cette initiative du président Patrice Talon qui est bien affichée, qui montre qu'il a une volonté ferme et manifeste de contribuer à l'émancipation des femmes. Et donc quand l'environnement est sécurisé, naturellement les femmes se sentent à l'aise et puis l'autonomisation, l'émancipation attendue a un bon contexte pour nous permettre d'arriver au développement attendu. Oui. Il n'y a pas que des instruments juridiques qui garantissent l'épanouissement de la femme, il y a également ses conditions de vie. Qu'en est-il au Bénin par rapport aux conditions financières, à l'autonomisation financière de la femme? Oui, merci. Effectivement, ce n'est pas que les lois. Au-delà des lois, il y a encore une volonté manifeste
de permettre à la femme de retrouver son autonomisation à travers un certain nombre de réformes. Nous avons vu que sur le plan économique, il y a le Fonds national de développement agricole qui est là, avec des accompagnements subventionnés par l'État. Même au niveau de la microfinance, tout est subventionné. Et donc, on a mis en place le microcrédit à l'AFIA pour permettre aux femmes les plus vulnérables de pouvoir de se financer pour financer leurs petites activités. Et en dehors de cela, on peut dire qu'il y a le projet H, qui est un projet hautement social, dans lequel vous avez l'assurance maladie et que vous avez la formation pour les femmes, vous avez le microcrédit et nouvelle génération à l'AFIA. Et donc, c'est un package qui est fait, qu'on a déjà expérimenté. Il y a eu déjà des phases pilotes et il y a même déjà des zones qui sont en train de bénéficier de ça, surtout les paysans. Vous avez vu qu'on voit souvent des messages qui passent à la télé. Les gens bénéficient déjà des résultats du projet H. Et en plus de cela, il y a un grand projet d'accès à l'eau potable pour tout le monde. Parce que les femmes en milieu, il y a des milieux où elles n'avaient pas accès à l'eau. Elles sont surtout au niveau de la terre. Et il faut de l'eau pour irriguer leurs cultures, pour que les produits puissent... pour qu'elles puissent bien produire. Et donc, à côté de l'eau aussi, on peut dire qu'il y a la cantine scolaire que l'État a mis en place. Ça, c'est pour permettre à la femme d'être concentrée sur son lieu de travail, qu'elle soit au marché ou au champ. Elle sait que son enfant est bien à l'école, il y a moins de stress. Et ça permet aussi d'éviter la déscolarisation. Tout ça, c'est des choses faites pour permettre à la femme d'être plus équilibrée et de faire face tranquillement à ses activités quotidiennes. Et donc, et à côté de ça, vous avez aussi des marchés modernes. On a lancé 35 marchés à la fois pour permettre aux femmes d'être dans un bon environnement pour exercer leur métier. Au quotidien, c'est louable. Et même celles qui sont au champ, il y a des pistes rurales de nouvelles pistes rurales qui sont réalisées pour leur permettre d'avoir accès au champ et de pouvoir écouler les marchandises vers les marchés. Donc c'est un certain nombre de choses que le gouvernement est en train de faire. Et pas plus tard encore, récemment, nous avons vu qu'il y a un autre projet, parce que au niveau des impôts, vous savez que c'était seulement les hommes qui profitaient de l'abattement de l'IPTS, parce que dans le foyer, ils ont un certain nombre d'enfants. Et que les femmes, même malgré qu'elles aient des enfants, et que parfois même elles sont pères comme mères, on n'en tenait pas compte. Donc l'État a une volonté de régler ça, de créer une certaine équité là. Donc c'est un certain nombre de facteurs. Ajouter à cela les réformes pour les représentations et la représentativité des femmes. Voilà. Apparemment, bien d'actions ont été menées. Alors, que reste-t-il à faire au niveau des gouvernements poussés pour que la femme béninoise puisse se sentir suffisamment protégée, épanouie? Disons que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, joue déjà son rôle. Il a joué un grand rôle. Il a eu le courage d'initier des lois en faveur de la promotion des femmes. Je voulais faire allusion aux 24 sièges que nous allons avoir bientôt à l'Assemblée nationale. Oui. Et donc, il a déjà manifesté sa volonté. Donc, nous allons demander simplement aux autres institutions d'accompagner le gouvernement. Parce que tout le monde dans la société a un rôle à jouer en faveur de la discrimination positive. Parce que au-delà des institutions, il y a aussi les partis politiques. Toutes les couches de la société ont un rôle à jouer en faveur de l'émancipation de la femme. Et aussi, retenir globalement que vous soyez un homme, une femme, ne soyez pas un bourreau pour une femme. Quand je dis ça, parce qu'on sait qu'il y a même des femmes qui brutalisent, qui donnent des services corporels d'un certain niveau à leurs domestiques, c'est pas bien. Donc tout le monde a un rôle à jouer dans la société pour permettre aux femmes de se sentir à l'aise dans Alors, les femmes, ce ne sont pas seulement celles qui vivent dans les grandes villes, ce n'est pas seulement celles qui animent la vie politique, ce n'est pas seulement celles qui occupent de hautes fonctions donc dans la République. Ce sont également ces femmes rurales qui se battent donc, quotidiennement pour tenir leur foyer, au renforcement peut-être du tissu économique local. De quelle façon ces femmes peuvent-elles bénéficier donc, de la journée du 8 mars ? Ah oui, ça me permet de vous dire d'office que nous, au niveau du Bloc républicain, nous l'avons compris très tôt. Et vous avez constaté que l'année passée, nous avons organisé la journée du 8 mars dans tous les départements, au-delà de 60 communes. Nous nous sommes rapprochés de nos femmes dans les contrées parce que nous avons compris qu'elles sont aussi dans le maillon, dans le maillon du développement économique de notre pays, qu'il était important de les associer à tout ce qui était fait comme tout ce qui était engagé comme loi aux femmes en leur faveur. Et donc à ces occasions, on les rencontre et dans leur langue,
On parle, on échange, on fait le bilan avec elles, le bilan des acquis pour les femmes, tout ce que le gouvernement fait pour elles et qu'est-ce qu'elle peut attendre. Donc c'est ce que nous avons compris et donc je vous rejoins pour dire que ce n'est pas que seulement en milieu urbain qu'il faut fêter la journée internationale de la femme et que les femmes républicaines s'organisent encore pour prendre d'assaut nos contrées afin de célébrer le 8 mars avec les femmes républicaines. Très bien. Le 8 janvier 2023, les élections législatives auront lieu au Bénin pour renouveler le Parlement au niveau de l'organisation des femmes républicaines. Comment préparez-vous cette échéance? Disons que les femmes républicaines sont sur le terrain depuis toujours, depuis nos différentes élections. Elles sont déjà organisées parce qu'ayant compris que nous sommes à l'avant-garde des performances électorales de notre parti et nous travaillons tous les jours aux côtés de nos militants et donc nous sommes déjà organisés. C'est juste qu'il faudra peut-être de petits ajustements techniques et stratégiques au dernier moment pour pouvoir gagner cette élection. Mais sinon, nous sommes déjà préparés, nous sommes sur le terrain. Actifs sur le terrain. Oui. Alors, la 9e législature sera celle qui aura le plus grand nombre de femmes. On en parlait tout à l'heure, grâce à la discrimination positive introduite dans les réformes électorales. Le prochain Parlement aura au moins 24 femmes. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Ah non, pas du tout. C'est vrai, c'est déjà un effort. J'en profite encore pour dire merci au président Patrice Talon qui a initié cette loi. Et je remercie en même temps les députés qui ont eu le courage de voter pour cette loi. C'est l'occasion vraiment de dire merci à tous ceux qui ont contribué à ce résultat-là. Mais je voudrais souhaiter que tous les partis politiques démontrent aussi leur volonté d'émancipation et de positionner correctement les femmes sur les listes législatives. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attendre aux 24 sièges. Les 24 sièges, on les doit au président Patrice Talon. Lui, il a déjà prouvé pour lui. Donc, il faut que les partis politiques, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, nous avons le devoir de positionner des femmes et surtout à des positions éligibles. C'est important parce qu'il ne faut pas positionner pour positionner. Sinon, on n'aura pas un résultat puisqu'il faudrait bien qu'on fasse le compte après le 8 janvier pour voir en dehors de 24 qu'est-ce qu'on a eu en plus, n'est-ce pas? Alors donc c'est important pour nous de solliciter encore cette masculinité positive afin qu'on retrouve à l'Assemblée plus de femmes. Pourquoi pas ne pas faire des listes zébrées? Dès qu'on met un homme sur la liste, on lui attelle une femme. Et quand on met une femme, on lui attelle un homme. C'est un plaidoyer. Ce serait bien, ce serait beau. Ça va nous ressembler parce que le Bénin maintenant est en train de prendre je sais pas, de l'ascension. Et vous savez, toutes les nations qui contribuent au développement de la femme sont bien vues à l'échelle mondiale. Je peux même dire que ça fait partie des critères de signe de développement. Oui. Donc, en nous aspirons au développement, je crois qu'on doit toujours continuer de faire la promotion des femmes. Généralement, dans les partis politiques, les femmes se contentent des seconds rôles ou bien occupent des postes exclusivement féminins. Au niveau du bloc républicain, quelle est la place de la femme? Je peux vous dire qu'au niveau du bloc républicain, les femmes ne se plaignent pas. C'est l'occasion pour moi de saluer les responsables du parti à travers le secrétaire général, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchani, pour ce qu'il nous fait. Franchement, nous sommes reconnaissantes en tant que femmes parce que vous allez voir que dans nos statuts, on nous a concédé 30% pour la représentativité des femmes dans les instances de décision du parti. Et en plus de ça, très tôt, les responsables du bloc républicain ont compris que les femmes sont l'esprit du parti. On est au cœur du parti et ont installé l'organisation des femmes républicaines. Et donc, je peux vous dire que nous sommes bien chouchoutés au bloc républicain, les femmes. Nous sommes à la base, nous sommes au centre et nous sommes au sommet. Et donc, franchement, avec nos aînés, ça se passe très bien. On sent que vraiment les femmes sont au cœur du parti. Et donc, je peux vous dire que les femmes ne sont pas seulement là pour applaudir. Chacun se retrouve et au bloc républicain, ça se passe très bien. Très bien. On va finir avec votre message à l'endroit de toutes les femmes du Bénin et du monde qui nous suivent en ce moment. Le 8 mars, c'est pour mardi. Oui. Quel est votre message à l'endroit? Je voudrais d'abord dire, saluer les efforts qui sont faits dans le monde entier. Saluer toutes ces braves femmes qui ont contribué à nous permettre d'avoir un climat de plus en plus amélioré pour l'émancipation de la femme. Et saluer aussi au Bénin les efforts faits par le chef de l'État, les institutions de la République, l'Assemblée nationale et solliciter encore les partis politiques à aller dans ce sens et disant aux femmes de ne pas avoir peur que le contexte est favorable. Nous avons un chef d'État, le président Patrice Talon, qui a affiché sa volonté d'accompagner les femmes
Et donc la réforme du système partisan aussi a un causet qui peut permettre aux femmes de s'afficher en politique, de ne plus avoir peur d'aller en politique et d'être braves. La pugnacité, on en a besoin, de ne pas penser que ce n'est que dans la politique qu'on donne les coups, c'est dans tous les secteurs qu'il y a des coups. Mais tant qu'on a le courage et la détermination, on peut y arriver. Donc c'est le moment de saisir la perche et de profiter et de se libérer, de s'émanciper, de s'affranchir en politique. Très bien. Oui. Message sans doute entendu. Merci à vous, Madame Alimatou Badarou, coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines par anticipation. Bonne célébration, bon dimanche à vous. Merci beaucoup, Monsieur Boukari. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons changer de sujet avec un autre invité qui va s'installer dans un instant. On va voir avec lui comment se porte la filière ananas au Bénin. Daniel Kendonou est le secrétaire général du syndicat national des producteurs et exploitants d'ananas. Oser, croire, célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Votre nouvelle série Canal+ originale. On ne peut pas continuer comme ça. Notre argent est fini. Le bonheur, il faut aller le chercher. Le chercher où? Là où il y a l'argent. Il y a peut-être une solution. Partir en Europe. J'ai 2 places pour le prochain cas. 3 millions. Faites attention, mon garçon. C'est un voyage très dangereux. Là-bas, c'est l'Eldorado. Silence! Nous sommes en enfer, Ibra. T'inquiète, on va s'en sortir. Votre nouvelle série Canal+ originale, De plus en plus loin. Lundi 28 février, seulement sur Canal+ Première. Les 2 premiers épisodes de votre nouvelle série Canal+ originale, De plus en plus loin, accessible à tous les détenteurs d'un décodeur. Du 20 février au 22 mai 2022, la présidence vous ouvre ses portes pour une immersion publique et gratuite dans plus de 3 siècles d'histoire de l'art du Bénin. Venez découvrir les trésors royaux restitués par la France, tout en vous plongeant dans la création contemporaine des artistes du Bénin et de sa diaspora. L'art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui se révèle à vous tous les jeudis au vendredi de 15h à 18h30 et samedi dimanche de 10h à 18h30. Renseignements www.expoartbenin.bj et réseaux sociaux. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité_fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Retour donc sur ce plateau pour la suite donc de notre aventure. Après cette courte pause, il est déjà installé. Monsieur Daniel Kendonou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci beaucoup à vous. Alors vous êtes, je le disais il y a quelques secondes, le secrétaire général donc, du syndicat national des producteurs et exploitants d'ananas au Bénin. Vous avez été d'ailleurs élu il y a quelques jours à la tête de ce syndicat. Pourquoi vous avez estimé qu'il était nécessaire de vous mettre ensemble? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Vous savez que c'est en étant ensemble qu'on est fort. Les problèmes que nous avons dans le secteur de la filière ananas aujourd'hui sont
des problèmes qui ne sont pas individuels. Donc c'est des problèmes de tout le groupe. Donc c'est pour cela que nous nous sommes dit, si on se met ensemble, on va vite, c'est-à-dire réguler des solutions pour ces problèmes-là. Alors quels sont ces problèmes? On peut les énumérer très rapidement. Au fait, pour la production de l'ananas, nous avons deux problèmes. Il y a un problème d'autre au plan de la production. Il y a un autre problème au plan de la commercialisation. Qu'est-ce qui nous embête sur le plan de la production? C'est d'abord la non-disponibilité des engrais, je veux dire des intrants appropriés à la production de l'ananas. Ce qui fait que nos sols s'appauvrissent de jour en jour. Et cela pèse maintenant sur la productivité. Nous n'avons pas le rendement escompté à la fin de la production. À part cela, quand on a la baisse de rendement, vous comprenez avec moi que c'est-à-dire le résultat n'est pas au rendez-vous. Ce qui fait que après chaque exploitation, chaque famille se retourne à la maison avec des pleurs, avec des grincements de dents, tout ça. Voilà. D'accord. Et comment le syndicat entend faire face à ces problèmes? Ces problèmes, le syndicat, pour réguler ces problèmes, nous avons établi des stratégies pour pouvoir d'abord aider nos partisans à maîtriser d'abord les techniques culturelles. Après ça, nous allons intervenir auprès des responsables à divers niveaux en charge de l'agriculture à mettre à la disposition de la population, c'est-à-dire des producteurs d'ananas, des intrants de qualité. Voilà. Alors, quel est aujourd'hui votre marché de consommation? Où est-ce que ce que vous produisez là, où est-ce que vous les vendez? Bon, l'ananas béninois est vendu un peu partout dans le monde. Et en Europe et aussi dans la sous-région. Nous exploitons par exemple le marché du Togo, le marché de Burkina aussi, le marché du Niger. Donc aujourd'hui, le problème que nous avons au niveau de ces marchés-là, c'est qu'il y a une absence de régulation de ces marchés-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous n'avons pas une politique de respecter l'offre et la demande, de telle en sorte que l'offre dépasse la demande. Et puis sur ces marchés-là, vous comprenez avec moi que quand l'offre dépasse la demande, ça veut dire que la valeur de l'ananas béninois chute. La valeur de l'ananas béninois traîne par terre dans ces pays-là. Donc notre syndicat a voulu mettre des stratégies en place pour qu'on puisse respecter, et l'offre et la demande, pour au moins faire rayonner maintenant la valeur de l'ananas béninois dans la sous-région. Alors, le Bénin, je le disais dans mon introduction, est devenu le 3e producteur d'ananas en Afrique de l'Ouest. Et la qualité de son ananas, et notamment le pain de sucre qui est très apprécié. Alors, que doit faire le gouvernement pour accompagner votre syndicat afin que la filière puisse rayonner véritablement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez que le travail à la terre est un travail pénible. Donc, aujourd'hui, jusqu'à présent, nos partisans, c'est-à-dire les producteurs de l'ananas, continuent de travailler avec la main, avec des outils rudimentaires. Ce qui veut dire que nous sommes en train de demander au gouvernement de penser à la politique de réorganiser ce secteur-là en mettant à notre disposition des machines de production. C'est-à-dire faire en sorte que l'agriculture béninoise soit plus mécanisée. Alors, le gouvernement est en train de construire la zone économique spéciale à Glo-Djigbe et l'ananas est l'un des principaux produits de transformation. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous avez été associé à ce projet? Bon, vous savez que ce projet, c'est un projet naissant. Même s'il a des avancées dans la construction, la réalisation du cadre, vous convenez avec moi que c'est un projet naissant. De la même sorte que notre organisation aussi est une organisation naissante, dont nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas associés. Nous ne pouvons pas aussi dire que nous ne sommes pas associés. Mais nous ne pouvons pas rester dans notre coin pour dire que le gouvernement va nous faire appel pour nous associer. Nous devons nous lever, comme vous savez, le rôle du syndicat, c'est de se lever, d'aller à la conquête, de rechercher ce qu'il veut pour ses partisans.
Donc, nous savons que nous allons lutter pour que, au moins, en ce qui concerne les réalisations, en ce qui concerne la fourniture de l'ananas pour ces zones-là, que nous soyons quand même pris en compte. Alors, quel peut être le rôle de votre syndicat pour permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés? Voilà. Vous allez comprendre avec moi, j'avais dit tout à l'heure que nous sommes à la main. Nous sommes en train de travailler à la main. Ce qui veut dire quoi? Si le gouvernement arrive à installer toutes ces usines-là dans la zone économique, ça veut dire qu'il va y avoir manque de l'ananas, il va y avoir manque de ce produit-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous aider, il faut nous accompagner à mécaniser la production. Cela va nous permettre d'augmenter maintenant notre production pour pouvoir satisfaire les demandes de la zone économique. Ça, c'est très important. Dans vos rangs, on retrouve beaucoup de femmes, on les voit souvent à vos côtés. Quel est leur rôle dans la filière? Vous savez que la femme aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle est hier. Donc la femme est à tous les niveaux des membres du développement. Donc ces femmes-là, parmi elles, il y a des productrices, il y a des transformatrices, il y a aussi celles qui interviennent pour, c'est-à-dire la commercialisation de l'ananas. Donc notre syndicat ne peut pas les mettre en marge. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de travailler avec toutes ces femmes-là, de les mettre aussi dans le bureau pour qu'elles soient quand même actives sur le terrain de la production et de la commercialisation de l'ananas. Alors sur la production, la question de la production d'ananas avec de l'engrais chimique au détriment donc de la production agroécologique, quelle est la position de votre syndicat? D'abord, la production de l'ananas chimique, vous savez que ça a des conséquences. Ça a des conséquences quand on utilise de l'engrais chimique, quand on utilise des insecticides, des herbicides, tout ça là. Parfois, ça se retrouve au niveau de l'ananas en fin de compte. C'est pour cela qu'à un moment donné, l'ananas du Bénin en Europe avait été recalé. Parce qu'après les analyses, on a constaté qu'il y a un élément qu'on appelle l'étéphon qui a été retrouvé dans l'ananas béninois. Donc, nos gouvernants travaillent sur ça pour que cela puisse finir, pour qu'on commence par avoir confiance en notre produit. Cela veut dire quoi? Si nous continuons les mêmes choses, nous aurons encore les mêmes problèmes. Et là, la production de l'ananas bio, c'est une très bonne chose. Ça va permettre de préserver d'abord la santé du consommateur. Et ça va aussi nous permettre, c'est-à-dire de valoriser plus notre ananas, parce que ça porte la marque de notre pays. Donc, mais pour le faire, il nous faut assez de moyens pour pouvoir y arriver. Voilà. Un consommateur qui prend l'ananas, comment peut-il savoir si c'est bio ou pas? Bon, là, on ne peut pas savoir si c'est bio ou pas. Le consommateur direct ne peut pas savoir si c'est bio ou pas, parce que il faut, c'est-à-dire aller au laboratoire pour savoir si c'est bio. Mais le producteur qui doit faire la production de l'ananas bio, il y a une équipe technique qu'on met à la place de ce producteur-là qui le suit. Déjà depuis le défrichage, le labour, l'installation de la culture, tout ça là, on le suit. Le traitement qu'il doit mettre, on le suit. Et c'est après cette étape-là qu'on certifie, et après avoir analysé le truc, c'est-à-dire le produit fini, qu'on certifie que l'ananas là, c'est le l'ananas bio. Maintenant, à l'extérieur, les gens le savent parce que quand ça arrive, ils passent le produit au laboratoire pour des analyses. Mais dans notre pays, ici au Bénin, vous comprenez avec moi que quand on amène l'ananas au marché, on n'a pas besoin de dire, bon, on va aller voir le technicien au laboratoire. Dans le goût, il n'y a pas la différence? Non, il n'y a pas la différence. Vous allez constater que ça a un goût sucré. Ça contient assez de sucre et puis il n'y a pas de différence. D'accord. Nous allons finir, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les acteurs de la chaîne de production d'ananas qui nous suivent en ce moment? C'est de lancer un appel solennel à tout le monde et aussi particulièrement à ceux-là, les exploitants qui convoient leurs marchandises vers l'extérieur, la sous-région et particulièrement le Niger. Pour leur dire quoi? De rester serein, de rester unis avec nous pour l'organisation que le syndicat va mettre en place
pour réguler au moins ce marché-là, pour que au moins après la vente, que chaque famille revienne à la maison avec de sourire aux lèvres. Et à part ça, nous lançons un appel solennel aux gouvernants, aux responsables à divers niveaux, de nous accompagner pour que nous puissions mener à bon port nos objectifs. Merci à vous, Monsieur Daniel Kendonou, secrétaire général du syndicat national des producteurs et exploitants d'ananas au Bénin. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause de 7 minutes pour suivre la revue de presse hebdomadaire et derrière, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec mon invité média. Il s'agit de Josaphat Dabolino, éditeur à Pesachek, un organe panafricain de vérification des faits incubé par Code for Africa, la revue hebdo. Bonjour à toutes et à tous. Au Bénin, le corps électoral est appelé aux urnes le dimanche 8 janvier 2023 pour les prochaines législatives. Une date confirmée par la Cour constitutionnelle cette semaine. Législative, le scrutin se tiendra le 8 janvier 2023, titre en haut de une, Nord-Sud quotidien dans sa parution de lundi. Avec la décision de la Cour constitutionnelle, il n'est plus question de lambiner, ajoute le journal. Place au dossier de candidature et à la caution, annonce le quotidien Fraternité, qui parle d'une course contre la montre pour les partis politiques et les candidats pour se mettre à jour vis-à-vis de la législation en vigueur. Les partis politiques ont actuellement tout intérêt à définir le critère de choix des candidats à présenter, circonscription par circonscription, surtout en tenant compte de la nécessité d'avoir une femme en liste et de s'assurer que tous les pions sont à jour quant à leur dossier, conseille le Canard de Ménotin. Le quotidien Matin Libre, lui, s'intéresse plutôt à l'exercice de fixation de la date de ces législatives 2023 fait par la Cour constitutionnelle. La Cour outrepasse-t-elle sa compétence, se demande Matin Libre, qui, pour avoir la réponse, a sollicité l'expertise de 2 scientifiques sur la question. Il s'agit du professeur Adé Louis et du juriste Landry Adélacon, dont les avis sur la question sont tressés dans les colonnes du quotidien Matin Libre. La tribune de la capitale, elle, nous apprend que par rapport à cette date retenue, ça grogne déjà au sein de la classe politique. Mon confrère rapporte les propos du président du Parti Les Démocrates, Éric Ndete, qui déplore le fait que la campagne électorale pour ces législatives soit commencée avant Noël ou le jour de Noël. Ça signifie que le 31 décembre, Saint-Sylvestre et le 1er janvier, on est en campagne électorale, semble s'indigner l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Tout compte fait, le journal Bénin Intelligent note que le chronogramme des importantes activités entrant dans le cadre de ces législatives fixe au 4 novembre 2022 la fin du dépôt de candidature. Du 23 décembre 2022 au 6 janvier 2023 se déroulera la campagne électorale et le 8 janvier 2023, le jour du scrutin. La nouvelle législature, elle, sera installée le 12 février 2023, ajoute la publication. Du coup, les regards sont désormais tournés vers la Sénat et l'ANIP, croit savoir le matinal, qui prédit une rude bataille entre les formations politiques. En tout cas, le temps des prétextes est révolu, indique Fraternité. Cette fois, l'opposition n'a pas de raison de ne pas répondre à ce rendez-vous stratégique et crucial. Qu'elle soit d'accord ou pas, la réforme du système partisan est devenue une réalité avec laquelle il faudra compter, souligne Fraternité, pour qui ce n'est plus la peine de critiquer la charte des partis politiques et le code électoral. Pour ces échéances électorales, le quotidien Fraternité nous apprend que c'est la liste électorale informatisée LEI qui sera utilisée. Excite la liste électorale permanente informatisée LEPI qui souligne la publication
n'aura pas comblé toutes les attentes, bien que placé sous le sceau de la modernité. Le Bénin s'apprête à expérimenter la LEI pour professionnaliser, crédibiliser et sécuriser ces élections, semble se réjouir Fraternité, qui écrit que la LEI est le nouvel arbitre du jeu et que l'ANIP est à la manette pour faire mieux que le COSLEPI. Et à la Sénat, le directeur général des élections est connu, informe le journal L'Autre Vision. À moins d'un an des élections législatives, Abou Souley Adam est désigné directeur général des élections, affiche en manchette mon confrère dans sa livraison de mardi. Pour les élections législatives de 2023, les femmes donnent aussi le ton. Plus loin, elles revendiquent leur siège, affiche en manchette le quotidien Le Matinal dans sa parution de vendredi. Et mon confrère nous apprend que les potentielles candidates ont les regards tournés vers les partis politiques. Le journal publie d'ailleurs à sa une les propos de quelques-unes d'entre elles. Des propos qui se résument surtout à la vigilance. Léontine Ido, par exemple, déclare, citation, que les partis politiques ne disent pas que 24 femmes, c'est suffisant. Fin de citation. Avec la ruse des hommes, ajoute Huguette Akplogan-Dossard, il faut qu'on fasse attention. Dans la suite, cette semaine, la flambée des prix des hydrocarbures au Bénin. Le sujet a fait le gros titre de la tribune de la capitale, qui nous rend compte des explications du gouvernement. Et selon Wilfried Léandre Hongbeji, secrétaire général adjoint et porte-parole de l'exécutif, cette situation est due à l'opération militaire de la Russie en Ukraine. La situation qui prévoit la Russie et l'Ukraine a déjà provoqué une hausse des prix au plan mondial, à telle enseigne que certains grands pays producteurs ont été confrontés à cette réalité, a dit le porte-voix de l'exécutif. Et dans le contexte béninois, a-t-il poursuivi dans des propos relayés par la tribune de la capitale, le gouvernement a subventionné les prix des hydrocarbures et la hausse aurait été plus importante si le gouvernement n'avait pas agi. Toujours dans la suite, cette semaine, Fraternité nous apprend que le député Salifou Issa est en croisade contre le terrorisme au nord Bénin. Le week-end dernier, l'élu était dans le département de la Libori pour cet exercice, renseigne la publication. Avant tout, il y a eu une grande prière de Jouma au cours de laquelle le sermon de l'imam est à circuler autour du vivre ensemble et de la communication non violente. Et en cette circonstance, le député a déclaré, citation, « Nous avons initié une sensibilisation, une prière pour accompagner le gouvernement de notre pays à mettre fin à l'insécurité qui prévaut actuellement. Au-delà des armes, des moyens et autres instruments, il faut la prière pour que nous ayons une nation apaisée, une nation où règne la sécurité et la paix. » Fin de citation. Il est aussi question cette semaine des naufrages répétés sur l'axe fluvio-lagunaire Porto Novo-Lagos avec leur cortège de victimes. Le quotidien Fraternité nous emmène à l'embarcadère de Maria Tokpa et nous parle d'un trafic à haut risque. Si cet axe semble être le chemin le plus rapide pour se rendre au Nigeria via Porto Novo en barque motorisée, rapporte la publication, il se révèle comme un véritable couloir de la mort. En 3 mois, entre décembre 2021 et février 2022, 3 cas de naufrage y ont été enregistrés, précise le quotidien Fraternité, selon lequel la mairie de Porto Novo décline toute responsabilité dans ce drame. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Revue de presse hebdomadaire signée Nassi Salossé. Merci beaucoup à vous. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres informations. En plateau pour décortiquer quelques sujets d'actualité de la semaine, Josaphat Dabolino. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes éditeur à Pesachek. C'est un organe panafricain de vérification des faits incubé par Code for Africa. Merci d'être au rendez-vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, le 8 mars 2023, c'est la date retenue pour les prochaines élections législatives au Bénin et déjà au niveau du Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Hongbeji. L'heure est à la mobilisation de la troupe.
Tout à fait, puisque c'est le 8 janvier, certainement que vous avez le mois de mars qui est en tête. C'est le 8 janvier 2023, donc les législatives, oui. Ce n'est pas seulement au niveau du Parti du Renouveau démocratique, c'est au niveau également de toutes les formations politiques, parce qu'ils mobilisent déjà leurs troupes, les militants déjà, ils sont déjà sur les terrains. Mais spécifiquement pour le Parti du Renouveau démocratique, le Parti du Ragbay de Porte-Novo, c'est quand même une formation politique qui a connu de haut et de bas, surtout ces dernières années, les dernières échéances électorales. Cette formation politique a tout à gagner et a tout à perdre pour cette prochaine législative. Si la formation n'arrive pas à se montrer, à avoir des représentants, je crains qu'on puisse dire adieu, en tout cas pratiquement à cette formation politique. Mais j'aurais convaincu, comme les dirigeants donc, de cette formation politique, qui estiment qu'ils feront la remontada, c'est d'ailleurs leur slogan. Tout à fait. Donc, moi j'estime qu'ils vont faire l'essentiel pour avoir le quota nécessaire afin d'avoir des représentants au niveau de l'Assemblée nationale, parce que la dernière participation aux élections, vous vous en souvenez certainement, ils ont manqué de justesse, les 10%, parce qu'il y a toujours cette barrière de 10% pour les formations politiques afin d'avoir des représentants tant au niveau des administrations locales qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Le PRD qui se revendique parti national n'a pas pu faire les 10%, ça tournait autour de 6%, j'ai bonne mémoire, pourquoi 5, quelque chose. Donc, c'est un grand effort que les acteurs de cette formation politique doivent désormais jouer afin de dépasser non seulement la barre de 6%, mais atteindre celle de 10% afin d'avoir un représentant au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, s'ils ratent, ce qui n'est pas évident parce que le souhait de ces dirigeants, c'est d'avoir des représentants. S'ils ratent, c'est que le parti risque de disparaître. Mais le couac qui est à ce niveau, vous savez que le PRD soutient toujours les actions du président de la République, donc Patrice Talon. Au même moment, il y a la formation politique, l'Union progressiste, il y a le Bloc républicain qui soutiennent également les actions du chef de l'État, en plus d'autres formations comme Moël et ceux que j'appelle par exemple les micro-partis qui légalement reconstitués, qui soutiennent quand même les actions du chef de l'État. Donc le PRD aura à jouer d'abord, à déjouer les velléités bien sûr au niveau de ces formations, de ces blocs, pour se faire une place. Pas seulement dans sa circonscription, dans son fief, c'est-à-dire la 19e, la 20e circonscription et un peu la 21e, mais également sur le plan national, 6e circonscription, 15e et au-delà, sur tout le territoire national, si le PRD peut arriver déjà à le faire. Mais ce serait un grand challenge, un challenge que seul le président du PRD, en tout cas Maître Adjangouye, qui a la magie politique qu'il faut, pourra véritablement mettre en place afin de doter cette formation politique de représentants de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément cette seule partie politique, il y a également les FCBE qui doivent également retrousser les manches pour pouvoir disposer d'un représentant au niveau de l'Assemblée nationale, sans oublier les démocrates qui se revendiquent de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, nous critiquons depuis 2019 jusqu'à la fin de la mandature, que cette mandature est monocolore, on les a traités de tous les noms. Mais effectivement, est-ce qu'on pourra véritablement changer le visage, la configuration politique au niveau de l'Assemblée nationale? Ça partira bien sûr des efforts que chaque formation politique met en œuvre dès cet instant pour qu'au soir du 8 janvier 2023, on puisse dire, oui, nous avons une assemblée démocratique, nous avons les partis soutenant les actions du gouvernement qui constituent la mouvance présidentielle et ceux-là qui n'apprécient pas les actions du pouvoir qui sont constituées des opposants. Donc, on souhaite tout cette démocratie désormais instaurée au Bénin. Alors, pour la participation effective du PRD à ces élections, est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Le premier piège, d'abord, c'est au niveau de ses alliés. Je dis alliés politiques entre griffes parce que je considère toujours que le Bloc républicain et l'Union progressiste considèrent toujours des alliés. Le parti Moël également considère des alliés, puisqu'ils soutiennent tous les actions du chef de l'État. Donc, c'est d'abord de déjouer
les plans, les différents plans politiques de ces acteurs sur le terrain, c'est d'essayer de reconquérir, parce qu'aujourd'hui, les questions c'est de reconquérir aussi l'électorat, et comme je l'ai dit, pas seulement dans la 19e, 20e, 21e ou 15e circonscription, mais également au-delà, à la 6e circonscription, première circonscription, et au-delà, surtout le territoire national, pour essayer de reconquérir les militants qui pourront avoir confiance. Mais ça, il faudrait que le parti aussi inspire confiance, parce qu'aujourd'hui, le discours n'est pas encore ça. En tout cas, pour ce à quoi j'assiste depuis un certain temps, le discours du PRD, ce n'est pas encore ça. Le PRD ferait quand même mieux de retravailler le discours actuel, de retravailler le contenu donc, de ce discours pour permettre à des gens, toujours des indécis ou des gens qui étaient quand même PRD fervents, de véritablement dire « Ok, j'ai la ferme conviction d'aller de l'avant et d'estampiller le bulletin PRD le jour du scrutin. » Alors, quels sont les atouts, les armes dont dispose le parti de Maître Adrien Ngoumbedji pour sortir la tête le 8 janvier? Il peut vanter toutefois les actions du gouvernement en place. Ici, c'est dit également soutien du régime en place. Donc, il peut vanter les mérites du gouvernement en place. Ça, c'est un atout fondamental. L'autre atout majeur, c'est toujours la présence au niveau de la présidence de Maître Adrien Ngoumbedji, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal d'électeurs qui estampillent le bulletin du PRD, non pas parce qu'il veut voter PRD, mais parce qu'il veut donner une voix à Adrien Ngoumbedji. Donc, il y a cet atout également, puisque le maître est là. Et je crois que le discours, il n'est pas de la remontada, c'est pour dire qu'en fait, oui, je suis là, et cette fois-ci, c'est mon dernier saut, parce que visiblement, c'est le dernier saut de Maître Adrien Ngoumbedji. Et ce saut, je voudrais le faire de façon glorieuse. Je voudrais laisser cette empreinte pour qu'on puisse dire véritablement, oui, j'ai bataillé de 90 jusqu'en 2023 et à la fin, voici le succès. Parce que un échec en 2023 va ternir complètement les efforts du parti depuis sa création. Autre sujet avec vous, Josaphat Dabo-Lénon. On va laisser la politique pour parler social à présent avec l'augmentation des prix des produits pétroliers. La population criait déjà à la cherté de la vie, mais apparemment le bout du tunnel est toujours loin. Et c'est même pas fini. Hein? Attendez-vous à d'autres hausses de prix à des niveaux donnés. Le pain, moi j'ai suivi quelques boulangers, j'ai suivi quelques associations qui annoncent déjà l'augmentation du prix du pain, de baguettes de pain. Le blé sera encore plus cher parce que vous n'êtes pas sans savoir que la guerre qui est entre les deux géants des produits, qui produisent bien sûr le blé, cette guerre continue. Et du coup, nous qui sommes malheureusement des Africains, des petits pays, les herbes comme les éléphants se battent déjà, nous allons subir les conséquences. Non, c'est un peu dramatique, mais on ne peut rien. On va beau crier. Le gouvernement va beau crier pour dire non, faites ceci, faites cela, mais je crois que le gouvernement aussi n'a pas trop une marge de manœuvre dans cette affaire parce que c'est désormais mondial. Le prix du baril a augmenté près de 30 ou 35%, ce qui ne permettra pas de maintenir le prix du carburant en l'état comme c'était. Donc il faut augmenter. On va toujours assister à ça. Même si on crie le gouvernement, vous avez écouté bien sûr les explications du porte-parole du gouvernement qui a également évoqué la guerre Ukraine-Russie. Et ça va toujours continuer. Plus ça dure là-bas, plus nous aurons les répercussions ici, parce que la Russie fait partie des pays producteurs du pétrole, l'Ukraine faisant partie des premiers pays producteurs de blé. Donc on aura toujours ces soucis-là. Et bien d'autres encore, parce que quand les pays crient sanctionner la Russie, faire ceci, faire cela, ce n'est pas pour vanter quand même les mérites, mais je dis, à chaque fois qu'on prononce une sanction, c'est que nous, qui constituons les herbes au moment où les éléphants se battent, nous allons toujours souffrir. Encore que c'est un peu comme l'effet domino, hein, quand le prix du carburant monte, ça agit sur le transport et les produits vendus sur le marché. Tout à fait. Bon, ok, je prends un exemple. Ma soeur qui quitte par exemple à Djong, qui doit venir à Cotonou, au marché d'Antokpa pour prendre des condiments. Et elle avait l'habitude de prendre ça peut-être, je dis, le prix comme ça à 1500 francs. Et que 1500 francs, le chauffeur lui dit non, désormais le prix, l'essence qui était à 350 ou à 500, je vous faisais ce prix. Maintenant, ça a augmenté, je passe désormais à 2500 francs. Elle prend 2500 francs, elle revient, elle achète les produits
quand elle va revendre à ses frères et à sa famille du village, ce n'est plus les tomates peut-être 5 à 500, ce serait désormais peut-être 3 à 500 ou 2 à 500, ça dépendra du prix. Donc du coup, le consommateur final va toujours payer le prix. Ça a été toujours comme ça. Mais malheureusement, on ne peut rien. Pour y remédier, comme l'a souhaité le chef de l'État, il faudrait qu'on pense désormais à l'agriculture, qu'on investisse davantage pour qu'on puisse inciter les jeunes, non seulement à aller dans des écoles pour devenir akawé, mais également devenir akawé tout en labourant la terre. Jeune entrepreneur agricole. Dernier sujet très rapidement avec vous, Josaphat Dabolinon. Le Bénin est sur le point de changer le nom de son équipe nationale des écureuils. On pourrait passer au Ratel. Est-ce que c'est vraiment opportun à votre avis? Non, vous posez deux questions à la fois. Hein. Non, le nom Ratel, d'abord, moi je ne veux pas polémique, je ne veux pas ajouter déjà la polémique. C'est un des journalistes, un de nos confrères ou un Béninois qui a voulu faire le beurre. Je crois que la personne en a suffisamment fait. En parler également sur ce plateau aujourd'hui, c'est de donner encore plus d'écho à la chose. Donc je préfère ne pas me prononcer sur le nom proposé. Changer de nom, je ne dirais pas si c'est opportun ou pas. Bon, on dira toujours que ce n'est pas opportun, on dira toujours non, ce n'est pas le moment, il faut attendre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, on aura toujours cet argument. Je crois que c'est un argument qui nous permet de fuir en avant, malheureusement. Mais je reste convaincu que ce n'est pas le nom qui fait la fierté ou qui fait la fierté d'un football d'un pays. Nous avons connu les écureuils qui ont été à la phase finale d'une compétition continentale. Nous avons connu les écureuils qui ont terrassé 2 lions tant indomptables et de l'Atlas. Oui, en Égypte. Voilà. Donc, nous avons connu des écureuils qui ont émerveillé le monde, qui ont donné une actualité au monde, qui ont fait la une des journaux du monde. Donc, moi, je reste convaincu que parfois, on appelle des gens Godonou et ils sont encore premiers dans leur classe. On appelle des gens Richard et ils végètent dans la pauvreté. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément le nom. Il suffit juste de positiver. En tout cas, les sociologues, les anthropologues vous le diront certainement. Mais il suffit juste de positiver. Pour moi, le nom écureuil, ça peut toutefois garder. Parce que quand on va changer le nom écureuil, ce n'est pas seulement pour le football. C'est le volleyball, c'est le basketball, c'est toutes les disciplines sportives. Donc, est-ce que les autres sont d'accord pour qu'on y aille? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est fondamental, je voudrais préciser, c'est pas le changement de nom. Aujourd'hui, nous n'avons pas une direction technique pour le sport. Si les dirigeants peuvent penser, ok, nous n'avons pas de direction technique, mais à quoi bon de changer de nom? Est-ce que changer de nom, véritablement, c'est la question. Si on peut doter le pays d'une direction technique, avec tous les démembrements nécessaires, d'un bon sélectionneur, encore que moi j'opte pour l'expertise locale, un bon sélectionneur qui a les qualifications, qui a les qualités, qui a les compétences nécessaires, qui peut vraiment faire le job entre griffes, moi je crois qu'en fait qu'au-delà de nom, on peut m'éveiller encore davantage. Merci beaucoup à vous, Josaphat Dabolinon, éditeur à Pusatchek, un organe panafricain de vérification des faits incubé par Code for Africa. Merci pour ce regard sur l'actualité. Merci. Et bon dimanche. Bon dimanche à vous. On se retrouve très prochainement. Très bientôt. Mesdames et messieurs, on va découvrir maintenant l'artiste de la semaine qui va prendre la place de Josaphat Dabolinon. On l'installe. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Adonai, Maudidula, Jehovah, Ojena Bubu,
lá. Jehovah, Ojena Bubu, Jigabado, yeah, Mau Jidulai Nanyelo, Jehovah, Ojena Bubu, the magic, Makyo Bubu, Manakyo Kuitola. De meje mando encore de dia Gake o amenu fe docione wo anda na mele wo kodon de dia le digabado. Du gospel sur le plateau du grand format de ce dimanche. C'est le dernier rendez-vous avant de descendre avec Gabi Guessugno. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste, comment vous allez? Alors, comment vous allez? Très bien, merci, c'est vous. En pleine forme? Oui. Alors, vous avez été formé dans les églises où vous avez commencé vos premiers pas en musique. Est-ce que c'est ça qui justifie votre choix, le gospel? Il faut dire que je suis d'abord tombé amoureux de la musique du slow français et après j'ai reçu le Christ et chanter c'est prier 2 fois donc avec le Christ, avec l'expérience que j'ai fait avec le Christ, j'ai viré après vers la musique gospel. Alors, vous êtes, on va dire, un centre de l'Éternel. Quelle est votre relation avec le Christ? Voilà, je n'ai connu que le Christ. Il faut dire que je suis né dans l'église. Je n'ai pas connu autre chose à part le Christ. Et en grandissant, j'ai fait mes expériences propres avec Jésus, avec ce don-là que le Dieu m'a donné, cette musique que Dieu m'a donnée. Je ne peux pas l'utiliser pour faire autre chose. Il faut le réutiliser pour donner gloire, pour lui rendre gloire, pour lui dire ce que j'ai comme don. Je l'utilise encore pour te dire merci, pour te dire, pour être reconnaissant en fait de ce don, de ce talent-là. Parce que c'est Dieu qui a donné, il faut l'utiliser pour lui rendre gloire. D'accord. Quelles sont les thématiques que vous abordez souvent dans vos chansons? De façon générale, les bienfaits de Dieu, combien il est important dans la vie du chrétien, la place de Jésus, combien l'amour de Dieu est grand pour nous, quelles sont l'évangélisation en fait, montrer au plus grand public que Jésus est important, que nous n'avions besoin que de lui pour évoluer, pour rentrer dans notre destinée. Donc voilà, de façon générale, ce que je chante dans mes chansons. Alors, est-ce que vous avez l'impression que votre message apporte un changement donc, à la vie de ceux qui vous écoutent? Beaucoup, surtout pour ceux qui ont déjà Christ, ceux qui connaissent déjà Christ, ils sont bénis par mes chansons. Et ceux qui n'ont pas encore Christ, c'est le moment de leur faire appel, de faire ce pas, de faire cette expérience, de donner leur vie à Jésus et d'expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie. Alors, en 2015, Gabi Guessugno a signé son premier single, Adonai, qui vous a permis de représenter le Bénin à Brazzaville pour un séminaire de musique. De quoi parle ce morceau? Adonai, c'est dire que Dieu lui-même dans sa grandeur nous a fait siens. Dieu lui-même dans sa miséricorde nous a appelés ses enfants. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce que Dieu nous a fait. Donc nous ne méritons même pas ce titre-là, mais c'est son amour, c'est sa grâce qui nous a fait siens. Dieu part dans sa grâce, nous a fait siens. C'est une gloire, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Donc il faut lui dire merci pour nous avoir pris sous son aile
pour nous avoir donné le privilège du moins d'être son enfant. D'accord. L'expérience de Brazzaville, qu'est-ce qu'elle a apporté à votre carrière musicale? À Libreville, j'ai constaté, j'ai découvert beaucoup de monde, j'ai découvert beaucoup d'artistes. J'ai compris là-bas, dans ce séminaire de musique, que notre musique, ce que nous avions au Bénin comme de rythme, comme musique, peut être associé à d'autres musiques pour former autre chose, pour donner, pour être typique, pour signer sa chanson, pour ne pas être dans les plagiats, pour ne pas être... il faut être original dans ce qu'on fait. Nous avions de bonnes musiques ici au Bénin que nous pouvons associer à d'autres horizons pour donner quelque chose de typique à nous, quelque chose qui vient de nous et pas d'ailleurs. Alors, voilà. 3 ans après la sortie de votre single, vous avez lancé votre premier album. C'était en 2018. Parlez-nous un peu de cet album. L'album a été intitulé Adonai et ça comporte 7 titres. Et avec cet album, c'était lancé dans l'église Assemblée de Dieu de Comé. Et nous avions été bénis. Il faut reconnaître que le Seigneur nous a bénis par ce dernier. L'album comporte 7 titres, Adonai, qui est le premier morceau et qui a donné son nom à l'album. Et après ça, il y a l'amour sans pareil que Dieu a pour nous, ses enfants. Il y a d'autres titres aussi qui sont là, qui parlent tous de la grandeur de Dieu dans la vie des chrétiens. Cet album a été vendu sur l'ensemble du territoire ici. On a fait d'autres à Lomé, aussi au Togo et au Ghana. Donc on a exploité ces 3 pays-là avec Adonai. Alors, comme vous, ce premier album vous a permis de faire donc des tournées sur les scènes gospel au Bénin, au Togo et au Ghana. Alors, comment vous avez vécu ces moments? Ce sont des moments de grâce, ce sont des moments de joie, de partage avec d'autres artistes du gospel d'ici et d'ailleurs. Et que ce soit au Bénin, ou que ce soit au Ghana, au Kenya, partout. Bon, il y a des pays que je n'ai pas été dans ces pays, mais il y a d'autres artistes de ces pays-là qui ont fait la conférence là, surtout à Libreville avec nous, avec qui on a gardé contact pour d'autres projets ensuite. D'accord. Vous avez un nouvel album déjà disponible qui sera officiellement lancé le 1er mai prochain si tout va bien. Oui. Quel est le nom de l'album? Il est constitué de combien de titres? C'est aussi un album de 7 titres et son nom c'est Nous te dédions, c'est-à-dire nous dédions toutes nos louanges et toute la gloire à Dieu vivant. Donc ce sera le nom de l'artiste et le nom de l'album, pardon. Et la chanson qui donne le nom à cet album-là tout est déjà prêt, tout est déjà enregistré. Donc nous sommes juste en train de préparer le lancement de cet album-là. Alors l'un des titres donc de cet album, c'est Source de sang. Il y a Source de sang, il y a C'est merveilleux, mais C'est merveilleux est déjà disponible, c'est déjà sur YouTube. Et depuis, on peut quand même commencer par gober ça en attendant que l'album ne soit disponible. Alors, Source de sang parle de quoi? Source de sang, c'est-à-dire le titre Source de sang parle de Jésus a été crucifié sur la croix de Golgotha et son sang nous justifie de nos péchés, fait de nous, c'est-à-dire tout être est né pécheur, mais le sang de Jésus là nous purifie, le sang de Jésus nous lave de nos péchés. C'est ce sang là qui fait que nous revenons à Dieu à tout moment et que nous retrouvons la bonne communication, une nouvelle alliance avec Dieu. Donc ce sang là existe, est là pour tout le monde, et chaque chrétien et chaque individu qui retourne vers Dieu et qui demande pardon, ce sang le justifie, ce sang le met en relation, lui donne une alliance avec Dieu
pour retrouver c'est tout ce qu'il a perdu quand il était dans l'obscurité, quand il était de l'autre côté. Avec ce sang, il a justifié et il devient enfant de Dieu. Alors, le lancement de l'album, ça va se passer comment participer à la cérémonie de lancement? Voilà, l'album sera lancé, l'entrée sera libre et gratuite. Les CD même ne seront pas vendus, ce sera distribué. C'est-à-dire, chacun va acheter le disque selon comment le Seigneur lui a mis au cœur. C'est-à-dire, c'est toi qui l'achètes avec ce que le Seigneur te met à cœur. Ce ne sera pas nous qui allons ficher le prix. Le Seigneur nous a donné gratuitement, nous donnons ça aussi gratuitement. Donc, on peut participer au lancement librement, venir librement, ce sera libre et gratuit. Et les CD même seront comme ça, vendus, pas vendus, distribués. Et chacun pourra contribuer en fonction de ce que le Seigneur lui mettra à cœur. D'accord. Alors nous sommes dimanche, c'est vrai que le culte est déjà terminé. Qu'est-ce que Gabi nous propose? Dimanche, comme ça, je dirais à tous ceux qui nous suivent à ce moment que la paix et la grâce de Dieu soient sur tout le monde, que la main de Dieu soit sur tout le monde et que le Seigneur vous comble de toutes les bénédictions et que tous ceux qui n'ont pas encore le Christ, je les appelle, je leur lance un appel de donner leur vie à Christ, d'expérimenter le Christ et de laisser les fardeaux à Dieu et que Dieu, qui est le Dieu de la solution, va vous combler de toutes sortes de biens et la paix sera dans vos foyers respectifs au nom de Jésus. On peut reprendre un titre rapidement? Ok. Bon, je vais prendre ce qui est en cours sur la nouvelle. Nous te dédions là. Les anges pendant des millénaires encore le chanteront dans les cieux. Et moi sur la terre pour le restant de mes jours, je lui dédierai mes louanges. Ensemble avec les anges près son retour, nous le chanterons dans les airs. Plus que des années encore dans le passé, le roi David l'avait fait. Nous te dédions, ô Seigneur, toutes nos louanges, ô Seigneur. Nous te dédions, toutes nos louanges, ô Seigneur. Nous te dédions, toutes nos louanges, ô Seigneur. Nous te dédions toutes nos louanges, ô Seigneur. Merci. C'était donc du gospel sur le plateau du grand format avec Gabi Guessugnon. Merci à vous, bon vent et bon dimanche. Merci, soyez bénis. Mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure grand format de ce dimanche 6 mars 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Commet. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Et me plonge dans un océan de bonheur. En son sein, je suis inébranlable et troublé sont mes ennemis. Oui, chanter Dieu, c'est merveilleux de demeurer auprès de Dieu, que de soupirs de joie et d'espoir. Mon passé qui
qui me troublait a perdu toute trace dans mes souvenirs. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chante, dit que c'est merveilleux de demeurer auprès de Dieu, de soupir de joie et d'espoir. Et mon passé, oh oui, qui me troublait a perdu toute trace dans mes souvenirs. Que c'est merveilleux, yeah, de demeurer auprès de Dieu, que de soupir de joie et d'espoir. Et mon passé, yeah, qui me troublait